T'es prêt? Je suis prêt. T'es stressé ou pas? Non, ça va. Ok. Enfin, c'est juste, il y a les lumières, mais il faut que je m'habitue un peu. Faut que je parle lentement et tout. Non, non, tout Ok. normal, tout normal. Naturel, quoi. Tout naturel. Allez, c'est parti. Cool. Salut Théo, je suis hyper content de Salut, t'accueillir. Matt. Je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui pour ces petites capsules vidéo où on discute avec des entrepreneurs. Et toujours, l'angle, il est double. Un, on a envie de discuter chaque fois du super pouvoir de l'entrepreneur, car nous, chez Exa/eFounders, on croit beaucoup qu'un entrepreneur doit avoir un super pouvoir et doit partir sur un projet sur lequel ce super pouvoir a beaucoup de valeur. Ok. Donc ça, c'est important. Et évidemment, se spécialiser sur la partie du début du projet. Ok, donc, comment vous avez eu l'idée, comment vous l'avez validé et tout ça, quoi. Donc, on va parcourir ça un peu ensemble. Et mais moi, j'ai eu la chance de bosser avec toi et bosser un peu avec vous, l'équipe Elba. Euh, pour moi, c'est clair que ton super pouvoir, c'est ce que j'appelle la vente. Franchement, la vente pure et dure. Théo, pour moi, c'est un vendeur exceptionnel. Quelqu'un qui a la grinta, qui est un hustler dans le bon sens du terme. Et donc, avant de se projeter sur Elba, euh, d'où ça vient, ce super pouvoir? Tu l'as depuis combien de temps? Est-ce que tu l'as que dans le monde professionnel? Tu l'as aussi dans ta vie privée? Et d'où ça vient? Ouais, alors, j'étais pas conscient de ce super pouvoir, donc merci de m'en assigner un. Non, plus sérieusement, la vente, c'est quelque chose qui me définit, je pense, parce que j'aime convaincre, j'aime séduire, convaincre mon interlocuteur. Et c'est un truc aussi qui, pour moi, est lié aux objectifs. En fait, j'aime dépasser mes objectifs. Ouais. Et quand je vends quelque chose, j'atteins un objectif, un peu comme... enfin, moi, c'est des trucs qui viennent un peu aussi plus profondément de mon éducation, de mes passions. Je suis un grand sportif, j'aime énormément le foot, le tennis, et je pense que cette grinta, ce côté convaincre, battre, ce côté très compétition qui est important dans la vente, en plus du relationnel. Je pense que c'est des choses qui viennent de là-bas, quoi. Puis après, c'est des choses de là-bas, de l'enfance. Et puis après, je pense que c'est des choses qui se cultivent. Je pense que j'ai eu un père aussi qui était dans ces milieux-là, qui m'a toujours éduqué sur les sujets de vente. J'ai gagné mon argent très tôt. Quand j'étais jeune, j'allais sur les marchés pour gagner de l'argent de poche, me lever très tôt le matin, etc. Et je pense que c'est des choses qui m'ont pas quitté, quoi. Et donc, si on met bout à bout le côté relationnel que j'aime bien, le côté très sportif, et le côté éducatif d'avoir vendu très tôt, Ouais. fait qu'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui est assez instinctif, quoi. Ouais, qui est né chez toi. Ouais. C'est trop drôle que tu parles de ton expérience d'aller vendre sur les marchés et tout ça. Moi, c'est devenu une question quand on cherche nos C'est le associés. vendeur de limonade aux US, c'est Non, le non, grand c'est pas ça. truc. Mais c'est comprendre, c'est savoir, en fait, quand je parle avec des potentiels fondateurs, en fait, c'est savoir quand est-ce qu'ils ont touché de l'argent pour la première fois. Ouais. Et évidemment, quoi, pas évidemment, mais le schéma classique de, bah, en fait, c'est quand j'ai eu mon premier job à, je sais pas, 23 ans, est-ce que ça montre vraiment que la personne a une grinta et que la personne est un vendeur ou une vendeuse? Peut-être pas. Et donc, c'est vrai que j'adore les histoires de, bah non, en fait, quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à vendre des trucs, c'était un intérêt pour moi et tout ça. Moi, j'ai touché mon premier euro en CM1 en revendant des feux d'artifice que j'avais pas utilisés l'été, Ok, au mois de septembre, dans la cour de récré. Donc, c'était mes premières transactions. c'est bon. Est-ce que c'est bon de vendre des feux d'artifice au mois de septembre? Je sais pas, peut-être tu aurais gagné plus d'argent si tu les Tu avais vends les vendus invendus. à Noël. Oui, Ouais, à Noël. mais C'est vrai qu'à Noël, c'est... c'est vrai, peut-être ça valu encore plus cher. Mais trop cool, on va se focaliser un peu là-dessus. Et maintenant, on va reboucler avec l'histoire d'Elba. Euh, D'où ça vient, quoi? Comment vous êtes arrivé sur ce sujet? C'est quoi un peu l'historique de Elba? Comment le projet est né? Ouais. Alors, c'est un peu... il y a plusieurs facteurs à ça. Je Ouais. pense que le premier, c'est que j'ai toujours été, moi, un peu bidouilleur sur les sujets informatiques, sécurité. C'est moi qui plantais l'ordi de mes potes quand je jouais à FIFA chez eux. Donc, j'ai toujours été baigné un peu là-dedans. J'ai aidé mon grand-père à pas se faire pirater ces trucs. Donc, j'ai un peu appris comme ça. Et en fait, très tôt, je me suis... moi, orienté après mon école de commerce dans des sujets très tech data, à la fois en étant data analyst, puis ensuite dans les fonds de capital risque, où Mhm. j'ai un peu fait mes gammes. Et j'ai voulu me lancer pour créer un projet
qui à la fois combinait les sujets technologiques et des sujets aussi de fracture numérique, parce que je sentais que, il y avait 2 sujets au 21e siècle, quoi, au moment où on s'est lancé. L'écologie, pour moi, et la cyber. C'est un peu les 2 risques systémiques que je vois. Et en fait, j'ai choisi la cyber parce que c'est là où j'avais le plus d'affinité aussi à ce stade. Peut-être qu'il y aura d'autres projets dans l'écologie un peu plus tard. Et on a lancé une agence, en fait, pour très vite se confronter au marché. Avant Exa, avant eFounders, on a fait les choses un peu dans notre coin avec mon associé Grégoire. On a fait notre première vente, mis un pied dans le marché, fait un produit en no-code. Comment vous êtes arrivé comment vous êtes arrivé sur concrètement, vas-y, on lance une agence sur ce thème-là. Ouais. Vous avez validé quelque chose? Vous avez fait de la discovery? Alors on a validé des choses et on s'est surtout aussi greffé, comme on voulait pas faire une boîte VC-backed et on voulait être très rentable très vite. On s'est greffé sur les directives aussi de réglementation, sur la réglementation et notamment tout ce qui était lié pendant le Covid aux opérateurs de compétences, tous les budgets qui pouvaient être distribués sur les sujets de formation, les sujets d'équipement technologique, etc., pour faire face justement au Covid. Et comme pendant le Covid, il y a eu beaucoup de cyberattaques, ces budgets ont explosé. Et nous, on s'est un peu greffé là-dessus. Et même avant le Covid, il y avait ces sujets de transformation numérique qui arrivaient. Et donc, en se greffant un peu à ça, on s'est dit, c'est pas mal parce que là, il y a un marché qui n'est pas équipé, il y a le régulateur qui donne beaucoup d'argent, il y a un go-to-market qui peut être assez facile en se greffant aussi à certaines têtes de réseau, typiquement les opérateurs de compétences, les CCI, etc. Et on a un peu commencé notre go-to-market comme ça. Et puis ensuite, en apprenant, en parlant avec nos personas, etc., on a fait nos premières ventes et on a aussi compris plein de choses, appris plein de choses sur les problèmes, notre marché. Et c'est ça qui nous a aussi donné envie d'aller plus loin au moment où j'ai rencontré Thibaut Elziar pour productiser une approche, toujours sur cette thèse de aider les boîtes à avoir plus de visibilité sur leur cybersécurité, à se défendre face aux risques, avec une composante assez forte sur ce que fait l'utilisateur au sein de ces applications collaboratives et bureautiques. Et c'est de là qu'est né Elba, quoi. Ok. Et peut-être juste pour revenir sur la partie agence, donc tu crées un site web avec Greg, ton associé, et tu commences à vendre quoi? De la formation? Tu deviens formateur du jour au lendemain? Exactement. Donc, oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. Elba a commencé au début comme une agence de formation avec le duo qui fonctionnait bien, qui est de piéger des utilisateurs à des fins didactiques et pédagogiques, et tout en les formant. Et donc, on a commencé un peu comme ça avec Greg qui se prenait comme ici, sauf qu'il était dans sa chambre, dans un petit studio, et il diffusait des modules de e-learning sur une plateforme no-code qu'on vendait en fait à des PME. Et c'est ça qu'on vendait, quoi. C'est le côté simulation d'attaque et formation combinée. Ok. Et est-ce que vous aviez dès le début l'intention d'arriver sur un software quand vous avez lancé cette agence? Oui ou non? Non. Ok. Enfin, en fait, on voulait être une agence productisée. Donc, ça reste une agence, mais avec, à la différence d'une agence classique, avoir quand même des petits outils numériques qui te permettent d'aller plus vite, qui te permettent d'avoir une meilleure marge sur ce que tu fais, etc. Ok. Et comment est arrivé alors justement ce switch fondamental et stratégique? Parce que j'imagine que c'est pas la même histoire, aventure entrepreneuriale, que de se dire avec un pote, je pense que c'est un pote à toi, Greg, viens, on lance une agence à deux, que de se dire, attends, là, on va lancer un SaaS à la conquête du monde. L'ambition, en fait, et on en revient au côté aussi, je pense, très sportif, qui nous drive avec Greg, et le côté vouloir faire des projets qui marquent, qui sont un peu game changer pour l'industrie, qui peuvent avoir un impact aussi sur des millions de boîtes. Et de jouer le jeu de s'entourer des meilleurs talents, avoir une croissance aussi rapide, internationale, et le modèle VC dans ce type d'ambition est hyper important, surtout sur des marchés aussi compétitifs que la cyber, quoi. Donc, et le switch, c'était vraiment de se dire qu'en fait, on veut faire go big ou go home, quoi. On veut faire une grosse boîte. En tout cas, on veut que cette boîte soit une grosse boîte avec un track VC. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui ne le seront pas forcément. En tout cas, on avait choisi ce game-là, ce track-là à ce moment-là, parce qu'on était très ambitieux, quoi. Ouais. Ok, hyper clair. Et comment tu fais le switch de on est une agence, on est à deux avec Greg, et viens, on construit un SaaS.
J'imagine qu'il y a des sujets d'association, nouveaux cofondateurs. Et ensuite, par où tu commences? Qu'est-ce que tu fais de tes clients existants et tout? Tu peux nous en dire plus sur cette transformation? Ouais, elle n'a pas été si difficile à gérer, cette Ok. transformation. Euh, il a surtout fallu recruter notre troisième associé, Antoine, pour vraiment avoir une expertise technologique qu'on n'avait pas forcément avec Grégoire. Et ça, c'était un gros enjeu quand je suis arrivé chez Exa. Et donc, c'est là où Exa aussi te permet pas mal de choses. C'est d'avoir non seulement de la trust pour itérer avec des clients, des design partners dans un marché qui est celui de la cyber, où en fait, on va pas te donner tout de suite, on va pas te montrer, enfin, t'ouvrir tes portes si tu viens de. Enfin, si t'es pas déjà une référence sur le marché. Donc, être adossé à des acteurs comme Exa, c'est hyper important pour trouver tes premiers clients, pour trouver les premiers talents comme Antoine, qui ne serait jamais venu, par exemple, si on avait été deux solo entrepreneurs sans Exa, parce qu'il y a ce côté précide, quoi, enfin, que Exa te permet d'avoir. Et ensuite, la transition, elle s'est faite dans la douceur, puisque on a productisé un besoin et enfin, une solution qui existait déjà sur un besoin de nos clients existants. Et puis après, on lui a donné aussi plus de profondeur, plus de super pouvoir avec les clients existants. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu quand même certains clients qui n'étaient pas dans l'ICP, quoi, au final, parce qu'en fait, Vous avez perdu. qu'on a perdu ou qui n'ont pas forcément, qui n'étaient pas compatibles en termes de stack technologique par rapport à notre produit tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, oui, tu fais le choix d'abandonner un peu une partie, mais c'est mineur. C'est mineur. Et même sur la partie business model, est-ce que sur l'agence, vous n'étiez pas sur des formats un peu one-off avec vos clients et sur le passage en SaaS, l'aspect abonnement, est-ce que ça a posé problème pour certains de vos clients ou pas du tout? Alors, ça a posé certains problèmes avec des clients qui ne payaient pas beaucoup, puisqu'il y avait des financements aussi possibles dans ce Oui. qu'ils faisaient. Donc, ça, c'est assez trompeur. C'est que entre ce que le client paye et là où il est financé, alors, parfois, tu peux croire que tu as un PMF avec un client et en fait, non. Donc, tu dois quand même tout mettre d'équerre. Mais c'était pas. Ça n'a pas été un gros challenge, quoi. Ok. Et maintenant, je sais pas, ça fait déjà quelques années que vous êtes là. Euh, Est-ce que tu penses que, je vais l'appeler comme ça, cette go-to-market, ou du moins ce début de boîte en passant par l'agence, est-ce que c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, tu le referais ou pas? Je pense que je le referais, absolument. Je pense que c'est une très bonne idée, mais si tu sais d'abord si tu sais déjà que tu vas faire un software derrière. Ok. Comme ça, tu peux aussi te dire, avec l'agence, je finance mon software, Ouais. je suis non dilué le plus longtemps possible parce que je suis autofinancé avec mon service. Ouais. Et je pense que là, on vit une époque formidable pour justement lancer des agences, quoi, Ouais. et traiter des problèmes, de creuser des industries sans avoir besoin d'aller lever des fonds, sans avoir besoin de recruter trop de personnes, etc. Parce qu'on a une formidable capacité de faire des MVP via Ouais. l'IA et de les vendre en service ou de faire un peu des deux. Et du coup, que ces deux soient imbriqués, enfin, ces deux modèles soient imbriqués l'un dans Ouais. l'autre, quoi. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la frontière agence software, elle est de plus Elle en a plus ténue, disparu. quoi. Ouais, elle Ouais. disparaît. On le voit énormément, encore plus dans la cyber. Il y a beaucoup de boîtes de cyber qui rachètent euh, des boîtes de services et l'inverse. Ok. Des boîtes de services, des MSSP qui rachètent du software. Ok. Tout ça devient de plus en plus flou Ouais. comme frontière et c'est assez intéressant. À fond. Je partage à 100% ton analyse. Même chez nous, chez Exa, je veux dire, on a lancé notre première boîte qui est plus une agence au démarrage, mais toujours un peu comme tu dis, avec cette conviction que dès le départ, ça va déboucher sur un software. C'est une boîte qui s'appelle Reiki, qui aide les entreprises à obtenir du financement non dilutif. Euh, Après, je pense qu'il y a quand même des challenges qu'il ne faut pas sous-estimer. Même si tu sais que tu veux déboucher sur un software, en fait, sur l'équipe fondatrice que tu constitues autour du projet, comment tu accompagnes tes clients et tout, parce que le passage au software est peut-être pas si évident. Et après, c'est Mais vrai. est-ce que tu es vraiment obligé d'avoir un passage au software? En fait, tu Ah, peux, tu peux très bien. ouais, c'est vrai, Ouais. peut-être pas. Et maintenant, il y a plus en plus de VC ou de gens qui ont la thèse de dire, non, en fait, tu restes une agence augmentée avec l'IA Exactement. AI powered et tu restes dans un modèle agence, quoi.
Ça, je pense que c'est un gros sujet, c'est un gros thème dans les années à venir, et du moins, c'est ce qu'on voit. Et nous, c'est un sujet qui nous intéresse. Ouais. Ouais, Thomas Toogoons, je crois, Ouais. avait fait un article de Redpoint il y a hyper longtemps sur les agences AI, mais bien avant la vague Ok. ChatGPT, etc. Enfin, à l'occasion, il faudrait que je te l'envoie, hein. Ouais, avec Voilà, je plaisir. sais pas si on a enregistré. Ah, si, on enregistre tout, avec plaisir. Non, et après, historiquement, mais ça, c'est plus quand on en parle parfois avec Thibaut, c'est vrai que historiquement, on a rencontré pas mal d'entrepreneurs qui voulaient passer par cette case agence, et en fait, ça peut être aussi un piège. Donc, il y a quand même énormément d'exemples où on se dit, bah, on veut passer par la case agence avant d'arriver sur le software. Au final, ça ne débouche pas, parce qu'au final, bah, créer une agence, c'est pas simple, tu vois. Il faut avoir peut-être ce super pouvoir quand même de la vente. Ouais, C'est très vente intensive, c'est hein, très vente. on recommence à Il n'y a chaque pas de fois. forcément de Ouais, repeatability ouais, côté vente. Tu recommences à chaque fois. ouais. Ouais, il y a plein de désavantages, d'inconvénients quoi dans la vente d'agence. Puis même pour recruter des talents, enfin, Ouais, c'est ça, hein. c'est plus compliqué quoi. C'est pas évident. On a toujours le contre-exemple de celui qui a réussi. Alors, je sais pas si c'était voulu dans leur cas, je les connais pas assez, mais c'est Typeform. En fait, Typeform, ça sort d'une agence. Euh, c'est une agence qui avait build ça pour un client, la solution de survey. Et au final, bah, bah, voilà, c'est devenu Typeform, quoi. OK. Maintenant, peut-être un mot sur quand est-ce que vous avez découvert que Elba, votre transition vers le software, bah, vous avez dit, OK, là, c'est bon, c'est sûr, c'est la boîte sur laquelle on va y mettre toute notre vie et on a l'opportunité de construire un peu, comme tu dis, ce catégorie leader. C'est quel moment, est-ce qu'il y a eu un moment clé, un tipping point, un peu dans le setup, dans votre tête, avec Greg et Antoine, vous avez dit, OK, là, c'est bon, on est sur le bon sujet, au bon moment, on y va. Ouais, je pense que en fait on a vu, on a commencé en fait à parler à des à des gens qui nous ont dit que ils avaient plein d'autres problèmes et par rapport à ce qu'on adressait aujourd'hui en mode serviciel et c'était très frustrant de pas les aider quoi. Et la seule façon de les aider, c'était de construire un software puisque en fait on commençait à vraiment avoir honte de ce qu'on produisait parce que en fait Ouais. on savait pas, on n'avait pas une ligne de code et on avait aussi envie d'aller beaucoup plus loin quoi dans la mission parce que on nous parlait de shadow IT, on nous parlait de risques de fuite de données. Euh, on avait des clients pour lesquels c'était complètement chaotique d'avoir de la visibilité sur leur écosystème applicatif, qui utilise quoi, qui fait quoi, etc. Et, et c'est marrant parce que même là, 3 ans après, ce problème ne fait que augmenter énormément, hein. Il y a l'AI on est au début de la vague. On pensait que l'évolution du nombre de SaaS utilisés par les boîtes était déjà une première vague, mais quand on voit que maintenant, dans ces SaaS, il va y avoir des agents qui vont dialoguer entre eux, qui vont être utilisés par des utilisateurs qui seront eux-mêmes des agents, enfin Ouais. des identités humaines ou des identités non humaines. Il va falloir naviguer dans ce sac de nœuds. Et nous, c'est aussi la vision de ce qu'on porte aujourd'hui, quoi. Ok. En fait, tu nous as pas pitché Elba. Tu veux nous pitcher Elba rapidement? Concrètement, maintenant, vous faites quoi, Elba? Ouais. Aujourd'hui, donc Elba, on est donc une solution SaaS qui Ouais. permet de superviser les risques liés aux applications collaboratives. Ok. Donc, on se concentre sur 3 cas d'usage majeurs. La gestion des fuites de données, la gestion du shadow IT et du shadow AI. Maintenant, on parle de shadow AI. Et la gestion des identités, avec un focus enfin, une approche très centrée aussi sur l'utilisateur pour, au quotidien, l'éduquer sur ses comportements. Et que chacun ait son copilote de sécurité qui, non seulement va le former sur différents sujets et va l'aider à réagir quand il le faut avec des systèmes aussi de garde-fous pour les équipes sécurité pour bien automatiser la résolution d'alerte, quoi. Ce qu'on porte, c'est vraiment une vision de la sécu collaborative qui n'est pas soit tout centré sur l'utilisateur parce que c'est pas son job, mais pas que centré aussi sur l'IT parce qu'elle a besoin de l'utilisateur pour Ouais. faire certaines actions, quoi. Et donc nous, notre but, c'est vraiment d'avoir un produit facile, hyper intuitif, hyper facile à mettre en place, qui parle à tout le monde, qui est presque même consumer, quoi, B2C, pour que ce soit très facile pour un user d'interagir avec lui et surtout de ne pas interdire en fait le collaboratif dans les boîtes. On est dans l'ère de la collaboration. Plus on interdit de choses, plus il y a
y a des comportements déviants qui peuvent arriver. Et donc, l'idée, c'est bien d'encadrer ça, de libérer la productivité en fait, des gens sans pour autant être une passoire en termes de sécurité. Et c'est ce fin équilibre qu'il faut trouver et qu'on veut permettre de faire, en tout cas d'exister avec Elba. Allez, c'est top. Une dernière question, puis je te laisse. Si tu devais donner un conseil au Théo d'il y a 3 ans, qui commençait l'aventure, pré-product market fit, qui avait peut-être son premier associé ou même pas, ce serait quoi ton conseil? Je lui dirais d'aller peut-être aux US dès le début, Ok. d'aller habiter aux US dès le début pour prendre un maximum de risques aussi au début quand tu n'as pas trop de legacy, quoi. Je pense que c'est important si tu sais que ton marché, si tu sais que tu vas apprendre énormément avec des boîtes qui sont des modern teams, etc., tu as plus intérêt à aller apprendre dès le début aux US qu'en France parce qu'ils ont quand même un temps d'avance dans cette industrie. Alors, ça ne veut pas dire que tu fais une boîte aux US, mais ça veut dire que tu vas énormément apprendre et voir un peu la fourchette haute de, OK, eux, c'est ceux qui sont en avance versus là en Europe où on est en général un peu en retard et du coup, bien calibrer ton positionnement en fonction de ça. Et je pense que beaucoup de boîtes le font peut-être, ou en tout cas s'immergent un peu trop tard. Ouais. Et du coup, ça peut aussi te donner des mauvaises directions produits, alors que les directions produits du début sont ultra importantes, quoi, parce que sinon tu crées de la dette et après tu as un legacy qui est important, qui est difficile à changer, quoi. Et donc, vous, justement, quand est-ce que vous avez commencé à regarder le sujet US dans l'histoire d'Elba? Bah on le fait toujours, et on le fera toujours. Là, on est aussi dans une phase où on ne peut pas se spread entre différentes géographies. Il y a un coût d'entrée qui est assez important aussi en termes de talent sur les US, en termes de GTM. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait dès le début pour se rendre compte aussi du future gap qu'il y avait sur les US. De la manière dont le produit était perçu, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et je pense que ça doit être de la user research permanente, si ce n'est de la vente, pour vraiment avoir le meilleur produit sur le marché. Allez, c'est top. Merci Théo pour Je cette t'en prie. interview. C'était cool. Yes. Hasta la vista. Merci. Ah, c'est cool. Bien joué.